What a sight to see so many people gathered here at the European Astronaut Center on the 5th of January. And sorry about that. We will start with opening remarks from our two speakers of the day, Daniel Neuschwander, Director of Human and Robotic Exploration at ESA, and Sophia No, ESA's astronaut. We will then open the floor to questions. We also have a lot of participants attending in this event in remote. For all of you online, please feel free to post your questions in the chat, stating your name and media. Please keep in mind that our event today is about Sophie, her mission Epsilon, and human spaceflight. Should you have questions about other topics, I kindly invite you to send it via email to our colleagues from Media Relations at media@esa.int. Without further ado, I am delighted to give the floor to you, Daniel. Okay, third time. Merci, Cyrielle, for sure. Good afternoon to all of you. Welcome to the European Astronaut Center. It's a true privilege to have you here. And it's a very special moment to start the first business day of 2026 with the great announcement of the Epsilon mission here together with Sophie is a true pleasure and privilege. So thanks to all of you for finding your way to Cologne today. It's a pleasure to see you all here in presence, but I also would like to welcome all the colleagues who are online. And I learned from Cyrielle that you are quite numerous also following us from the distance. And it underlines, in fact, the true importance of space exploration and its ability to really gather the crowds and captivate almost everyone. And there is a reason. We start the year 2026 with two key missions. Today, we're going to speak about the first one, the Epsilon mission. I'm very happy about that. But there will also be Artemis 2. And Artemis 2 will truly change the perception of human space flight after 53 years when humans will return to the moon. Space exploration activities are developing, you all know it, at the pace never seen before at worldwide level. Ambitious initiatives are taken by a number of countries, by a number of private actors. And in such a context, a coherent and well-coordinated European strategy is of the essence, including, of course, its human spaceflight dimension. Explore 2040 strategy, which was finalized by the ESA member states in 2024, gave a clear, bold vision for Europe by the ambition of establishing continuous, sustainable, and responsible human and robotic exploration in the solar system by providing unique contributions and returning benefits to society. This is the overarching scheme. But what does it mean at each destination? It means that in low Earth orbit, we want to maintain a human presence and we want to utilize it for the benefits on Earth in particular. We want Europeans to explore the moon in the 2030s, and we want to prepare to take Europeans to Mars at the end of the 2040s. For all of that, in 2020, for the first time after 12 years, ESA decided to open a new call for a European-wide astronaut selection. This call attracted over 22,500 candidates, from which we selected 5 talented individuals to join the ESA Astronaut Corps. I'm very happy to see one on stage next to me, but also additional colleagues here in the room, at least 2 I saw. With that, we are also ensuring our long-term participation in key programs, such as the International Space Station and Artemis, as well as ensuring our common ability to take action towards future projects involving human spaceflight. But now a few words about the context of this mission, of the Epsilon mission, and the incredible work of all the teams. Some of them are here in the room. 2 months ago,
on the 2nd of November 25, we celebrated the 25 years, of uninterrupted human presence in low Earth orbit, a major international achievement. At the same time, ESA celebrated the 100,000th orbit of the Columbus research module since its launch in February 2008 on STS-122 to the International Space Station. So to date, 21 ESA astronauts worked on the International Space Station, conducting research and advancing science. And I'm happy that Sophie will be the next to fly, for which I would like to underline 3 points. I like 3 points. So the first one is Sophie will be the first to fly from the class of the Hoppers. The Hoppers being the name of the class of the 5 career astronauts selected in 2022, complemented by an Australian colleague during the basic training. And it's also a special moment for me personally to see the first of them flying, as I had the pleasure to accompany them since the very beginning. Second point, this mission could become the longest space mission for an ESA astronaut ever, depending, of course, on the final transportation manifest. And third, the duration, and now I really ask you to listen carefully, the duration between the first day of Sophie at ESA and the flight, of course, keeping the finger crossed that we speak about mid-February of 2026, would be 2 years and 10 months. This is a record for an ESA astronaut for sure, and maybe beyond. Yes, please. Teams worked tirelessly, and I'm looking here to the colleagues on the first floor, to ensure the preparation of this mission and to support Sophie's incredible adventure. Let me thank them here and now for all the job done. Astronauts' missions, operations, and training are at the heart of any exploration program, and they rely on a multitude of passionate people devoting their time and energy to success, to ensure the success of our missions. Sophie Anno is one of them, and she had an incredible path. From ESA's basic training, jumping straight into the specific mission training, through this intense journey, she has been performing above all expectations and recognized by all as a diligent professional. And these are not nice words, Sophie, these are facts. Something also unanimously underlined by the trainers and colleagues is her mindset, which is well reflected in her mission's name and patch. Epsilon reflects the power of the small yet impactful contribution and how multiple parts unite to create a whole. A nice message of modesty, and let me add, while performing. Permettez-moi de conclure en français avec 2 messages. Le premier sur la mission. Le nom Epsilon et le patch de mission reflètent la puissance des contributions petites mais impactantes et la manière dont plusieurs parties s'unissent pour créer un tout. Je tenais à le répéter en français. Le deuxième, un message de gratitude. Durant la mission Epsilon, Sophie Anno mènera à bord de l'ISS de nombreuses expériences scientifiques, technologiques et éducatives portées par le CNES, le CADMOS et la communauté spatiale française, contribuant à la recherche scientifique et inspirant les jeunes générations. Je tiens à remercier tous nos États membres de notre programme d'exploration E3P qui rendent cette mission possible. Et je tiens à remercier particulièrement la France en cette journée exceptionnelle. Cela dit, qui pourrait mieux parler du patch et avant tout de la mission Epsilon que Sophie elle-même? Alors, je pense qu'il est grand temps que je lui cède la parole. One, two, one, two.
Every word from an astronaut starts with a com check. So I'm doing my com check. Works? Yeah. Okay. Hi, everyone. So yeah, ladies and gentlemen, distinguished guests, and member of the press, dear colleagues, dear friends. First of all, thank you. Thank you for being here today, together, January 5th, in the foyer, what we call here the foyer of our European Astronaut Center. Thanks for sharing this moment with me. Your presence means more than you might imagine. Today marks the end of an extraordinary journey on Earth, 2 years and 9 months for now, of intense training that have shaped me, challenged me, and ultimately transformed me into an astronaut. This moment is not only about an upcoming launch, it's about perseverance, trust, and the collective effort of so many people who believed in this mission long before the rocket ever reached the launch pad. Becoming an astronaut is the meeting point of adventure, science, and human resilience. It's about pushing boundaries, physical, intellectual, emotional. It's about accepting uncertainty and learning every day and moving forward together, even when the path is demanding. This training taught me discipline, humility, and the power of teamwork under extreme conditions. I remember very well my first dive here in the pool right there, my first class on systems in the Columbus mock-up right behind us, my first robotics lesson in the virtual reality lab that we have in our training center, but also my first medical tests in the building right next door. I would like to express my deepest gratitude to all of my instructors, and a lot of them are here today, to my trainers, to the engineers, to the flight surgeons, and all of the support teams, but also all of you who work quietly behind the scenes. Thank you so much. For all of you, your expertise, your patience, your commitment have made this mission possible. You did not simply train me to operate systems. You prepared me to live, to work, and to represent humanity in space. And as I prepare to fly to the International Space Station for 8 months, I do so with great pride and responsibility. Being a French and European astronaut on board is an honor I carry with gratitude and humility. With this Epsilon mission, France and Europe are contributing to a global endeavor. Space exploration connects science, economy, technology, education, and diplomacy. It strengthens international cooperation, and it reminds us that progress is greatest when nations work together. The ISS itself is proof that collaboration can overcome borders, cultures, and differences. And also, human space exploration lives at the intersection of dreams and reality. It captures the public imagination because it reflects something that is deeply human, the desire to explore, to understand, and to go beyond what seems possible. At the same time, it's a very powerful engine for innovation, for driving advances that will benefit life on Earth in ways sometimes we don't immediately see. As I look forward to the mission ahead, I carry with me not only experiments and objectives, but also the hopes of many people. I hope
this mission will inspire curiosity, ambition, and confidence in future generations, and especially those who may not yet believe that spaceflight endeavor is a place for them. I thank you all for your trust, for your support, and your belief in human exploration. This journey, Epsilon mission, belongs to all of us. Thank you. Thanks to both of you. We will now open the floor to questions. If you have one in the room, please raise your hand and one of our colleagues with a mic will come to you in order to allow you to ask it out loud. Should you wish our speakers to actually answer in French, you can ask your question directly in French. For the ones online, as mentioned earlier, you can use the chat that is available and moderated by our colleagues. Bonjour, Roland Segui, je suis journaliste pour les journaux du groupe Centre France. Bonjour. Bonjour. 30 ans après Claudie Ignoré, vous serez la deuxième femme donc à partir dans l'espace. Est-ce que vous avez le sentiment d'arriver dans un milieu qui a beaucoup évolué pour les femmes, ou est-ce qu'il reste encore des freins à lever selon vous? Je pense effectivement que les choses ont beaucoup changé en 30 ans. Et en tout cas, à mon niveau, pendant toute la période de l'entraînement, mais même depuis la sélection et avant, j'ai jamais senti une différence. Le fait que je sois une femme ou pas, je suis tout simplement une astronaute qui s'entraîne. Et voilà, je pense que c'est un chemin qui a été fait au cours de générations. Et le résultat aujourd'hui, c'est que très sincèrement, on ne voit pas la différence. Et dans l'espace non plus? Alors, dans l'espace, bien sûr, chaque être humain est physiologiquement différent. Donc, il y a des différences, mais qui sont en fait finalement des différences à l'échelle individuelle. Je pense qu'on pourrait faire intervenir nos équipes médicales qui le disent, que même entre deux hommes ou entre deux femmes, des différences existent. Entre deux individus, la physiologie est différente. Donc, bon, je suis jamais partie dans l'espace, donc c'est un peu bizarre de répondre à cette question, mais de ce que j'ai compris, non, il n'y a pas de différence. Merci. Bonjour Sophie, bravo. Daniel Chrétien pour Air et Cosmos. Bonjour. I have a little question for you about your very short, recordly short training you had for longer than expected mission you will have, 8 months. Can you tell us more about the updates you experienced during your training to prepare this launchment of mission? Okay. So yeah, it's true that this training was intense, and I very well remember when I was assigned to this mission, and I talked to our trainers and people who do the schedule for us. They said, "It's never going to work. This is impossible. It's never going to work. Like, we're lacking some months in there for your training." And so I remember very well as well. They were coming to me saying, "Hey, Sophie, it's going to be intense. Are you ready for that? Do you think you can handle this?" And they were very worried for me. And they were always asking, "Is it okay? Is it not too much? Because you should be really tired now." I said, "Oh, it's okay. Let's go on. Let's keep the momentum. Always keeping the momentum." They made it work. They made it work. They had to make choices and prioritize some of the training. Of course, always prioritizing things regarding to safety, flight safety, and critical actions. So all of the emergency training, like we did all of it. Everything that is about operating safety critical items on board, like none of this was shortened, and that's very important so that we can keep a safe environment for ourselves and our crewmates. But yeah, they had to do some priority decisions, to make some priority decisions, and they did it brilliantly. So thank you to you. I know it feels like
a Rubik's Cube, where everyone else sees an impossible task to do. They just solve it and they create your schedule. Now, it's true that also the mission will be longer than the initially announced 6 months. And it will be the same for all of the long-term missions. And so, I mean, everyone agrees that it's doable. Flight surgeons and medical teams, they say, yeah, we can do it. We can support that. We can make sure they come back healthy, and they are at every moment, they are healthy to perform the mission. So let's do it. Hello, my name is Tina from the ARD Tagesschau. Why is it important to have female astronauts? Well, I just think it's important because we are 50% of the population. So why not be 50% of explorers? I've been raised in a way that like exploration doesn't have a gender. Like as a little girl, if I wanted to go do something, I would never have a feeling that I could not do it because I was a woman. I'm very grateful to all these women pioneers who opened the new ways for us. For me, it became natural to do all of these activities. So thank you to the women who did the job before us of opening new ways. Now, I think we're not in the time of women pioneers anymore. The way is open, like we can do exploration, and there's no question and there's no limit to impose on any woman or girl who has a dream. Let's do it. Let's go. You're the patron of a program which inspires young people to learn engineering and stuff. What are the 3 most important things you teach them or you tell them to fascinate them from what you're doing? So as an astronaut, I think, as I mentioned, I think it's the meeting point of adventure, science, and exploration. And I really like to emphasize on this adventure because there is a part of uncertainty, of complexity, but it's really challenging. And this is what we love in adventure. Science, because it's an amazing job to do some experiments and to understand that it is really useful on Earth. There are technologies that are developed in space that will probably be efficient on Earth 10 years from now. I'm thinking right now of their 98% capability of recycling the water on board space station. On Earth, for example, a normal human being utilizes about 150 liters of water, and most of it is not recycled. In space, because the constraints are so big, we are recycling 98%. And so every astronaut every day uses just 5 liters of water. So imagine when we make all these technologies available on Earth, like we have found a new solution to problems we have right now. I have numerous examples in the medical field, technology, and many, many science fields. So this is a really good thing about science that we do on board. Yeah. In the back of the room first, please. Bonjour, je suis Sophie Bonjour. Becherel et je travaille pour France Inter. J'ai 2 questions. Est-ce que vous pourriez décrire vos sentiments maintenant? Est-ce que c'est de l'excitation, de l'impatience, de la fatigue, de la fierté? Enfin, essayez de nous décrire ce que vous ressentez à quelques semaines du départ. Et ensuite, est-ce que vous pourriez nous parler de votre équipage, des liens que vous avez pu nouer, des affinités que vous pourriez avoir avec l'un ou l'autre? Merci pour ces 2 questions. En fait, ce que je ressens, c'est un mix de plein de choses, hein, comme les émotions, c'est jamais une émotion principale, c'est toujours un mix de la journée, des mois qu'on a passés, de plein de choses. Mais ce que je pourrais dire aujourd'hui, ce que je ressens principalement, c'est que je suis sereine sur une mission qui va être belle. On est bien préparé. Je suis concentrée également. Concentrée parce que ça fait 3 ans qu'on engrange de la connaissance et surtout l'apprentissage de compétences clés qui vont nous servir au quotidien là-haut.
concentrée. Je suis curieuse aussi parce qu'il y aura beaucoup d'incertitudes comme toute mission, parce que les missions spatiales vraiment pousser les frontières de ce qu'on sait faire sur Terre. Donc, curieuse de voir où va nous mener cette aventure, même si on a une bonne idée de comment ça va se passer, il y aura toujours une part d'incertain dans cette complexité de la mission. Voilà, principalement, et très contente aussi. J'allais dire le quatrième, si je devais en citer un quatrième, c'est contente parce que ça arrive pour moi au terme de quasiment 30 ans, hein, depuis que je suis toute petite. J'ai 43 ans aujourd'hui et oui, quand je devais avoir entre 10 et 13 ans, j'ai commencé à en rêver et je me suis dit que j'allais faire tout ce que je pouvais pour y arriver. Donc, ça a été un long trajet. Et donc, voilà, je suis contente d'être arrivée là. Mais comme je le disais tout à l'heure, je suis pas arrivée là seule, hein. Je suis arrivée là avec l'aide de tous les entraîneurs, de tous ceux qui m'ont transmis un flambeau. Et vraiment, j'ai un merci spécial pour eux aujourd'hui. Ensuite, mon équipage, je l'adore. Quoi dire d'autre? Sinon, en fait, on s'est pas seulement entraîné ensemble, mais on a vécu des moments du quotidien. On a surtout appris à construire la confiance entre nous. Et ça se fait au détour de un repas quand on termine l'entraînement en centrifugeuse, qu'on est tous un peu fatigués, ou alors un trajet en voiture le matin à 5 heures du mat, ou alors, enfin voilà, on apprend à se connaître, on apprend à ce langage non verbal qui fait qu'on saura répondre aux besoins de l'autre juste par un regard. Et il y a une vraie complicité qui s'est développée dans l'équipage. Donc voilà, cet équipage, il est constitué de Jessica, notre commandant, qui est une astronaute expérimentée, qui est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup de connexions, scientifique, une femme extraordinaire, et j'ai hâte que vous la rencontriez un peu plus et qu'elle soit à même de vous présenter ce qu'elle a fait dans la vie. C'est incroyable. Il y a Jack, qui est membre d'équipage américain. Jack, ce sera notre pilote du Crew Dragon. Et donc lui, c'est une connexion particulière avec lui également, parce qu'on a fait la même école de pilote d'essai. Lui est un pilote de chasse de la Navy américaine. Et donc cette connexion qu'on a, c'est qu'on est tous les deux passés par l'ETPS au Royaume-Uni. Donc forcément, on a des blagues très faciles en commun. Et un langage qui voilà, dont on sait rire ensemble. Voilà. Et puis il y a Andrei, notre collègue d'équipage russe, avec qui on s'est entraîné aussi, et avec qui on a pu créer des liens, et qui est aussi quelqu'un d'extraordinaire, et j'ai hâte que vous le rencontriez également. Voilà. Bonjour Sophie, Antoine Meunier pour Ciel et Espace. Bonjour Antoine. J'aurais deux questions. Vous avez suivi un très long entraînement, et notamment sur les EVA, assez long. Alors, est-ce que vous savez si vous réaliserez au moins une EVA au cours de ces 8 mois de mission? Et vous allez gérer également un important programme scientifique. Est-ce que parmi toutes les expériences que vous allez suivre, que vous allez réaliser, est-ce qu'il y en a une que vous avez plus particulièrement hâte de suivre? Alors, merci pour ces deux belles questions. Donc, concernant les EVA, à ce stade, on ne sait pas si on va en faire ou pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est tous... Prochainement, si on en fait. Je ne suis même pas sûre qu'on le saura prochainement. Ce qui est sûr, c'est qu'on est tous qualifiés et que on le saura quand l'information arrivera. On est tous prêts. On a tous très envie d'en faire parce que c'est vraiment j'allais dire la partie la plus impressionnante et la plus accomplissante presque du métier d'astronaute. Les EVA, c'est un challenge extraordinaire, à la fois pour les équipes au sol qui préparent ces EVA, mais les astronautes. Il faut voir que c'est comme si on était finalement dans un véhicule spatial en toute autonomie dans l'espace, relié par un filon de sécurité par la station. Chaque geste est répété maintes fois. On a fait des entraînements dans la piscine qui nous préparent à différents scénarios d'EVA.
Donc, on a tous très envie d'en faire une, mais là, on aura l'information plus tard en cours de mission. Ouais. Ensuite, sur les expériences. Alors moi, j'adore toutes les expériences. Je suis plutôt bon public pour les tâches qu'on me donne à faire. J'allais dire, j'ai un... En fait, je vais vous donner plusieurs catégories et par catégorie, peut-être celle qui m'attire. Par exemple, domaine médical. Il y en a une qui va permettre d'apprendre à faire des échographies avec de la réalité augmentée et qui, plus tard, quand cette technologie va être validée et testée sur Terre, va permettre à des opérateurs qui ne sont pas qualifiés de directement faire l'échographie et trouver l'organe grâce à l'intelligence artificielle. Donc ça a un impact direct dans les futurs déserts médicaux et je trouve que c'est vraiment chouette de travailler ça à distance, parce que l'idée, c'est justement de tester ça par un équipage qui est à distance de tout le monde, donc là-haut dans l'ISS. Voilà, donc j'aime les expériences médicales parce qu'elles ont un impact direct et qui va arriver dans les très prochaines années, enfin très très vite. J'aime aussi, par exemple, une expérience dans le domaine de l'exploration qui est liée à une machine sportive qui s'appelle E4D. C'est une expérience en fait qui va arriver à bord. Donc c'est une nouvelle machine qui va remplacer les appareils de musculation et qui est testée sur l'ISS, alors que plus tard elle sera envoyée dans la station en orbite autour de la Lune. Et ça, je trouve ça vraiment chouette de participer à l'exploration future. Cette machine, qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire? C'est qu'elle permet un nombre de mouvements très différents et beaucoup plus dans la finesse pour faire travailler tous les groupes musculaires. Et donc, nous, notre boulot, ce sera de l'installer, de le tester, de voir si tous les mouvements qu'on a imaginés sur Terre sont bien faisables en orbite, et puis de voir si au retour, effectivement, ça n'a pas oublié quelques groupes musculaires et si effectivement c'est meilleur pour la préparation physique pour le retour sur Terre. Donc ça, c'est vraiment une belle expérience. Il y aura aussi des tests de physique des matériaux qui sont confiés. Alors là, j'essaye de donner différentes origines aussi. Par exemple, la première que je donnais sur c'est une expérience française sur l'échographie. La deuxième, E4D, c'est européen. La troisième que je vais donner, c'est japonais. On va faire de la physique des matériaux pour savoir comment créer des matériaux qui sont plus efficaces pour la création des semi-conducteurs plus tard. Donc là, il y aura une application directe dans les futurs laboratoires de physique des matériaux sur Terre. Voilà, des expériences en moyenne, un équipage sur une durée d'une mission longue durée, enfin 6 mois, jusqu'à présent on avait des stats sur 6 mois uniquement, mais un équipage fait 200 expériences scientifiques. Donc on aura le temps d'en voir passer des expériences. Voilà. Baptiste Coulon de RFI, Bonjour, Radio France Internationale. J'ai deux questions assez différentes. La première, quelle place avez-vous accordée à l'imprévu au cours de votre entraînement? Est-ce qu'il y a des choses, par exemple, sur lesquelles vous n'avez sciemment pas travaillé pour garder une forme d'innocence ou de pureté au moment de découvrir vraiment la Station spatiale internationale? Et ma deuxième question, très différente, vous allez décoller à bord d'une capsule Crew Dragon SpaceX d'Elon Musk, dont on connaît les visées répétées contre la science. Vous allez là-haut pour faire de la science. Comment est-ce que vous vous positionnez justement à ce sujet? Merci. Alors, sur la première question, je dois dire que l'entraînement est tel que, oui, on sait qu'il y aura une part d'incertitude, mais au contraire, pour être à même d'absorber l'incertitude là-haut, on se prépare et on travaille beaucoup au sol. En fait, c'est ça qui permet d'être beaucoup plus serein pour absorber l'imprévu. Et donc, voilà, on répète maintes et maintes fois tous les scénarios d'urgence. Et cette philosophie de laisser, enfin de moins travailler pour laisser la place à l'imprévu, c'est au contraire en fait. On imagine tous les scénarios, du plus probable au plus improbable, pour se sentir prêt justement à avoir une certaine confiance dans les procédures, dans ses capacités à exécuter les procédures, etc., dans la possibilité de travailler en équipage pour résoudre les différents cas qui se présenteront. Voilà. Et pour le deuxième cas, j'allais dire que
nous, en fait, on est envoyé en mission sur la Station spatiale internationale. Et les accords des agences comme la NASA, l'ESA, Roscosmos, la JAXA ont choisi de nous faire envoler via cette capsule Crew Dragon. Et donc, et pour ça, nous, c'est notre mission et on l'accepte. Je peux juste complémenter là-dessus. Merci. Je pense qu'il est essentiel hier, les astronautes de l'ESA ont volé avec Soyuz. Aujourd'hui, ils volent avec Crew Dragon. Et il faut qu'on garde des options pour demain. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Ça sera évidemment une décision politique de haut niveau si l'Europe développe sa propre capacité de transport habité. On développe aujourd'hui une capacité de transport cargo. Et à partir de là, l'étape à franchir sera moindre que si on partait d'une feuille blanche. Donc, on y travaille, mais ce sera une décision politique in fine. Bonjour, Jean-Christophe Lechasse pour le magazine Vivre le Bassin. C'est une région que vous connaissez bien, je crois. Est-ce que vous avez un message à transmettre à la jeune génération qui rêve de l'espace? Oui, beaucoup de messages à transmettre et j'ai à cœur de les transmettre régulièrement par les communications sur les réseaux sociaux, mais aussi je le ferai tout au cours de la mission. Et ça fait partie aussi des choses qu'on fera avec le CNES et le CADMOS sur les expériences scientifiques qu'on fait en échange avec les écoles. Et je voudrais dire à tous ceux qui ont une petite idée en tête de se lancer pour rejoindre le milieu du spatial ou même scientifique de manière générale, de ne pas se mettre de barrières. Les plus grandes barrières qu'on se met sont celles qu'on se met soi-même. Mais je pense qu'il faut oser, il faut oser envoyer ses candidatures, oser imaginer qu'on pourra faire sa place dans ce milieu. C'est un milieu dans lequel donc scientifique et aéronautique et spatial, je travaille depuis la sortie de mon école finalement et j'ai eu que des belles aventures et vraiment j'encourage à tous ceux qui veulent avoir une vie pleine d'action et de belles aventures et de science de se lancer. Bonjour, Laure d'Autriche pour le Figaro Magazine. Bonjour. J'ai deux petites questions pour vous. Est-ce que vous embarquez quelques objets personnels avec vous lors de ce vol? Et deuxième question, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre enfance, de votre adolescence, dans quel milieu vous avez évolué, grandi? Et puis, est-ce qu'on vous a encouragé à découvrir la science et sous quelle forme? Vous aviez parlé de Marie Curie, de Claudie Nuret comme modèle, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont aussi marqué à cette époque? Merci. Donc, pour ce qui est de la valise, oui, j'emporte des objets personnels aussi, que ce soit des photos d'amis, de famille, etc., des choses qui me permettront de me reconnecter à la Terre finalement et puis à cette vie sur Terre qu'on n'abandonne pas, hein, on va juste faire une mission, mais c'est pour mieux revenir ensuite. Et pour certains de ces objets, je vous donne rendez-vous dans quelques temps puisqu'il y aura des petits messages qui sont transmis depuis là-haut. Voilà, et puis ensuite, sur mon enfance, je dois dire que j'ai eu la chance d'avoir une enfance très heureuse, où justement la curiosité était encouragée. Grandi dans une famille où l'aventure était tous les jours, il y avait une petite nouvelle aventure. On adore explorer, voilà, se lancer dans l'inconnu. Et j'ai eu la chance de grandir dans une famille où, en fait, quand je parlais de mon rêve, on ne me disait pas laisse tomber, c'est impossible, tu n'y arriveras jamais. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent finalement quand on parle d'un rêve. Je voudrais être astronaute. Oui, c'est bon. En fait, je l'ai entendu plein de fois, mais pas dans ma famille. En fait, dans ma famille, on m'encourageait. Et on me disait, bon, ce sera difficile quand même, hein, mais écoute, vas-y, lance-toi, on verra. Et puis, sois ouverte à ce à quoi ça va te mener. Voilà, donc j'ai beaucoup de gratitude envers toutes les personnes qui m'ont accompagnée depuis que je suis petite. Ouais. Bonjour Sophie, Bonjour. je suis Lara Payette du journal pour le groupe Centre France, journal du Centre. Donc dans la Nièvre, dont vous êtes originaire. Donc j'ai rencontré moi des enfants de la Nièvre à Amphi qui vous suivent.
qui vous admirent. Et justement, j'ai une question un peu particulière puisqu'elle provient d'une des jeunes filles et qui souhaite justement devenir astronaute. Et elle m'a demandé de vous demander comment faire et comment y croire, comment y arriver. Elle s'appelle Éline. Eh bien, écoute, Éline, je te souhaite le meilleur dans cette aventure. Et voilà, te mets pas de barrière. J'allais dire, il faut faire les choses étape par étape. Parce que c'est vrai, quand on se dit je veux être astronaute, c'est un Everest qui semble face à soi. Et quand on regarde le haut de l'Everest, bah, forcément, on se dit ouh, ça va être dur, ça va être long. Mais étape par étape. Et puis, pas à pas, apprendre les compétences. Alors, si elle est en ce moment dans une école, au collège, au lycée, qu'elle se concentre sur l'apprentissage des compétences de base qu'on lui apprend à l'école, l'anglais, les maths, la physique, la curiosité. Voilà, commencer par là. Et puis après, faire un parcours. J'allais dire ce qui est vraiment, vraiment important. En tout cas, pour moi, ça a été une priorité tout le temps. C'est de construire sa vie de telle sorte que, quoi qu'il arrive, elle soit heureuse. Des chemins pour être astronaute, il y en a des dizaines et chacun a son propre chemin. Dans notre promotion, on a un médecin, on a une scientifique, on a un ingénieur, moi-même pilote. Et donc, ce qui est important, c'est de considérer que il faut mener une vie qui nous plaît d'abord. Et c'est que en ayant une vie qui nous plaît qu'on arrivera à être performant dans son domaine. Et puis derrière, penser que astronaute, c'est la cerise sur le gâteau, mais pas se mettre la pression. Parce que si on se met la pression, après, on risque d'être déçu toute sa vie. Et donc moi, en fait, le fait de vouloir être astronaute, je ne l'ai pas eu comme un objectif, mais je l'ai eu comme vraiment un rêve. C'est-à-dire que j'acceptais que ce rêve puisse ne pas se réaliser. Je chemine vers ce rêve. Mais ce n'est pas un objectif qui me met la pression. C'est-à-dire que tout ce que je fais à chaque étape, je suis heureuse quand même. Et si ce rêve, il n'arrive pas, c'est pas grave, parce que je suis heureuse quand même. Donc, je pense que c'est important de faire des choses à cette jeune fille, qui lui permettent d'être heureuse. Voilà, d'abord. Et puis ensuite, voilà, faire des sciences, ou ce qui lui plaît, surtout, d'abord. Voilà. Since we have questions piling up online, we're going to take a little break from the room, sorry. So, first question from SkyTG24 in Italy. I know that Luca Parmitano is helping you with the last part of your training. What advices did he give you about your future staying aboard the ISS? Luca has numerous advice, and I thank you. I thank him very much for all of the advice. He's based in Houston, and he was very present for us to help us. And so, I don't know what to say, because when you ask him this question, Luca always answers that, advice are different, like for everyone you're talking to. So he's more happy to share experience, but he's less giving advice, as his experience will be different from my experience. And so he shared many of the anecdotes. Luca is someone who is enjoying life, and really he loves this job of an astronaut, and he wants everyone to love this life as an astronaut and to enjoy this life and to excel and to represent Europe well. And so, yeah, he's very behind us to make sure that we do all of this. So thank you, Luca. La question suivante vient de Ouest France. Donc Sophie, tu as évoqué le fait que tu avais changé au travers de cette expérience et de cette aventure qui t'amène aujourd'hui ici. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu en quoi ça t'a changé? Alors bien sûr, j'allais dire, le jour de l'annonce de la sélection, c'est un petit peu un tsunami quand même dans la vie. On sait qu'on va changer complètement de métier. On passe d'un métier qu'on connaît très bien, dans lequel voilà, on a déjà fait son chemin, à un métier qui est complètement nouveau.
qui est dans un pays différent, qui est en coopération internationale, donc avec des contextes différents. Et puis, j'allais dire, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est la prise de conscience à quel point, en fait, il faut beaucoup de personnes pour faire en sorte qu'une mission spatiale ait lieu. J'avais déjà l'habitude des missions complexes dans l'armée de l'air et de l'espace, et je remercie toute la formation que j'ai eue au travers des missions que j'ai faites avec l'armée de l'air et de l'espace. Mais j'allais dire que pour envoyer quelqu'un dans le vide spatial, en orbite, quitter la gravité terrestre, on va dire, c'est un degré de complexité qu'on a du mal en fait à percevoir quand on n'est pas du milieu. Et voilà, ça fait partie des choses qui changent. En fait, c'est la compréhension à quel point c'est complexe, une mission spatiale. La prochaine question nous vient de espace et exploration. Est-ce qu'il y a une tâche qui a été plus difficile à apprendre sur un temps d'entraînement aussi court? Alors, j'allais dire, vu mon cursus, moi j'ai plutôt grandi dans un milieu technologique, technique, aéronautique. Donc tout ce qui est opérationnel et technique, j'allais dire ça c'était plus accessible pour moi. Ce qui était vraiment nouveau pour moi, c'était le domaine médical. Et donc voilà, ça s'est fait progressivement, mais c'est le jour où j'ai fait la première prise de sang sur moi-même, c'était waouh, jamais j'aurais pensé que, que j'arriverais à le faire. Mais en même temps, l'entraînement est très bien fait. Et puis, c'est la preuve que quand on est bien accompagné, on arrive à faire des choses qui vont au-delà de ce qu'on imagine. Alors, ensuite, on a une question de la part des Éco-Weekends. Quel échange avez-vous eu avec Claudie Aigneret dans la préparation de cette mission? Alors, Claudie Aigneret, elle a été présente, en fait, de manière très... Voilà, elle a été vraiment très présente, mais à la fois en toute discrétion. C'est-à-dire que on est en contact par téléphone régulièrement. Euh, et, et très souvent, j'ai un petit message en disant, bon, Sophie, je t'embête pas, mais tu sais, si jamais tu as besoin, je suis là. Voilà, donc je la remercie vraiment du fond du cœur parce que voilà, il y a des fois des conversations que j'ai eues avec elle qui m'ont permis voilà, d'avancer. Et c'est un petit peu comme un passage de témoin. Merci, Sophie. Do we have any more questions in the room? Yeah, in the back. Bonjour Sophie, Natacha Esnich de France 24. Bonjour. Je vais vous reposer la même question, mais j'aimerais bien la réponse en français si c'est possible. Pourquoi est-ce si important qu'une femme aille dans l'espace aujourd'hui? Vous avez dit que vous n'avez pas été confrontée à une discrimination parce que vous étiez une femme, mais c'est que vous êtes quand même seulement la deuxième femme française à aller dans l'espace depuis Claudie Aigneret. Alors pourquoi est-ce si important? Alors, tout simplement parce que les femmes sont 50% de la population. Donc, il n'y a pas de raison qu'une femme ne puisse pas être exploratrice, scientifique, aviatrice, astronaute. Et on a toute notre place dans ces métiers-là. Alors, oui, apparemment, vous voulez que j'en dise plus. Comment? Ah, j'étais plus bavarde en anglais. Non, mais ce que je voulais dire, c'est vrai que tout au long de ma formation, en fait, j'ai jamais senti de différence, le fait d'être une femme. Alors, c'est vrai que des fois, techniquement, physiologiquement, bien sûr, on est différents, mais on est tous différents. Même deux hommes avec deux gabarits différents seront eux-mêmes différents. Et moi, en tant que femme, j'ai jamais senti une limite en fait, dans l'entraînement et dans tout le déroulement de l'entraînement et dans l'exécution de la mission. Et je pense que ce sera pareil dans l'espace. Ça, je pense que vous pourrez en parler aussi à Jessica, qui, elle, a déjà vécu une mission spatiale. Et en tout cas, quand on en parle avec les femmes qui ont déjà volé dans l'espace, il n'y a pas de différence. Entre vos 10 ans, qui vous donnait envie de partir dans l'espace, et aujourd'hui, comment vous analysez ce qui finalement vous donne envie d'aller en espace? Qu'est-ce qui vous meut? Pourquoi y aller? Alors moi, ce que j'adore dans ces missions spatiales, je vais peut-être un petit peu me répéter, mais c'est que c'est vraiment à l'intersection de l'aventure,
avec gérer une part d'inconnu, de complexité, voilà, un côté aventure d'une mission qu'on va faire en équipage. Et ça, j'adore le fait que ce soit en équipage. Un petit peu ce que j'avais aussi dans mes missions en hélicoptère finalement. On partait en aventure en équipage. C'est à l'intersection aussi de la science. Et ça, pour moi, ça donne vraiment du sens à chaque chose qu'on fait, chaque expérience qu'on fait. Voilà. À quoi ça sert ce que je fais tous les jours? C'est de la science qui va servir plus tard ou même parfois très bientôt sur Terre. Donc, ça a du sens et c'est important pour moi. Il y a un côté opérationnel aussi que j'adore. Et ça, c'est mon passé de pilote d'hélico. J'adore être dans une carlingue métallique avec plein de boutons partout, plein de choses à opérer. Voilà, quand on me donne des procédures, des checklists, ça, c'est mon dada. Donc, ça fait partie aussi du métier d'astronaute. Ce qui me plaît aussi, c'est que dans l'aspect sens, c'est que les missions spatiales, c'est vraiment le symbole de la coopération pacifique. Et on a célébré cette année, enfin l'an dernier, les 25 ans de présence continue dans l'espace de toutes les nations partenaires de l'ISS. Et c'est une coopération pacifique qui perdure avec une grande, grande résilience à toutes les crises internationales. Et ça perdure. Et les scientifiques, les astronautes, les équipages, les entraîneurs, on sait travailler ensemble. Et on sait faire un projet qui nous dépasse tous ensemble. Et ça, je trouve que ça a vraiment du sens et j'apprécie de travailler pour ça. Voilà. Bonjour Sophie. J'ai une question concernant l'overview effect, cette expérience qui consiste pour un astronaute à voir la Terre pour la première fois, la Terre et ses fragilités aussi pour la première fois depuis l'espace. C'est en général une expérience qui marque profondément chaque astronaute. Est-ce que vous vous y êtes préparé d'une façon ou d'une autre depuis la Terre? Alors, c'est une très bonne question, mais je pense qu'entre la préparation et le fait de le vivre, il va y avoir un delta que personne ne peut anticiper, en fait. Oui, on s'y prépare en discutant avec les astronautes qui ont déjà volé, en comprenant qu'est-ce que ça leur a fait la première fois qu'ils sont allés dans la cupola et à voir la Terre, la rotondité de la Terre. On s'y prépare aussi avec un peu de réalité virtuelle. Et par exemple, on prépare la sortie du SAS dans le laboratoire de réalité virtuelle ici et l'ouverture du SAS. Et là, on voit sous nos pieds, en fait, la Terre. Et ça, c'est vrai que ça fait un effet assez surprenant pour le cerveau. Waouh! Oui, dans quelques temps, c'est là, quoi. Parce que c'est vrai que tous les entraînements aux sorties extravéhiculaires, par exemple, sont faits dans la piscine. Donc, quand on sort du SAS, on voit le fond de la piscine. Et c'est très bien complémenté par ce qu'on fait ici avec la réalité virtuelle. Voilà. Mais après, je pense que tout ça, c'est de la préparation qui est très théorique. Et on a beau se préparer, je pense que le vivre, ce sera encore différent. Et j'ai hâte de le partager avec vous. J'imagine que voilà, ce que beaucoup d'astronautes disent, c'est de voir l'unité, la fragilité, la Terre qui est là, une sans frontières, mais en même temps fragile. Et finalement, sur cette Terre, il y a toutes les personnes avec qui on a interagi, toutes les personnes qu'on aime, toutes les personnes avec qui on a travaillé, toutes les choses qui nous entourent, tout ça sur cette Terre, dans l'immensité de l'univers. Et on est là tous ensemble sur ce même finalement vaisseau spatial Terre qui navigue dans l'univers. Et ça, c'est vraiment, je pense, ce qui prend les astronautes aux tripes, quoi, qui les marque. Et voilà, j'ai hâte de voir quel effet ça va faire, mais je pense que ça va être très touchant. Ouais. So we again have a couple of questions online from Pulsar Spatial. With 25 years of continuing human presence in ISS, what are the best advices you received before joining the ISS? Best advice, it's very difficult to summarize because I've been training for 3 years now. So I would say every day is a new advice. Good question. Good question. I would mention, I remember very well a conversation I had with Jean-Pierre Aigneret, a very experienced French astronaut who flew in 1999 for Perseus mission. You can see his badge somewhere over there. And he said, okay, so you're going to be technically ready, but
how are you going to be like as a human ready to see the Earth? And so it triggered a whole conversation in exactly what we discussed of the overview effect. And then he was encouraging me to discuss with other flown astronauts about this philosophical reflection. So. Now we have a question from VRT in Belgium. How was the collaboration and training with Raphael Liégeois, and what do you wish for him? Oh, thank you. So I wish him a very beautiful mission. The plans are changing all the time. Plans will continue to change. I wish that you were very soon take off, that you will have a beautiful mission. We have not trained much together, unfortunately. But you can trust me, I will support every part of your training when I'm back from space, and I will give you everything I can give you so that you can enjoy your mission and be very present to your mission. So yeah, looking forward to this. Yeah. We had one more question in the room, I think. No? Okay. No. In the back, please. You're going to have about 200 experiences. So which one do you looking really forward to, and why? I'm looking forward to many of them. As I was mentioning in French before, there are many different fields of experiments. And in each field, I'm so excited to see the new, the benefits that it will have on Earth. I will give you an example in terms of medical science, for example. We'll test some ultrasound device that is augmented with AI. And with this device, you'll be able, without training, to find automatically, thanks to AI, the organ you're trying to identify with the ultrasound. And this has a direct benefit for Earth, for places where medical care is very difficult. And so AI will enhance ultrasound things for people who are remote. So this is a great example. I love this medical field experiment. Another example of, and this, by the way, is a French experiment led by Cadmos and CNES, and thank you for all the team working so hard on this. There is another example, which we like very much in the crew of an experiment, which is called E4D. It's a new training machine. It's a mix of a strength training machine, and also you're able to do cycling on this. It is tested on the ISS during our crew mission, and it will be in the future installed on the Gateway, the mission around the moon, the station around the moon. So this is great for us to participate to exploration. So it's a great sense of purpose for us to do that and to test. Another really cool experiment that I like, and I didn't mention it in France, but you can maybe translate later. It's a lunar lander experiment. So before the flight, I'm trained on flying a lunar lander and landing this, of course, in virtual reality, but it's a simulator. And during the space mission, I will have very minimal training. And after landing, the idea is to check, can you still have very good skills after a very long-term mission to land a lunar lander on the surface? This is very important for the future missions, especially the one with a long transit time to Mars. Can we imagine that a pilot flying a lander, can we still keep him trained or her trained and being able to land after 8 or 9 months mission while arriving on Mars? So yeah, all of this is
like really forward thinking of like long-term exploration. And these are really cool experiments. And with this question, well, this marks actually the end of today's press conference. Congratulations, you're perfectly on time. If you have any additional questions, please feel free to send them to our media relations colleague using the email address media@esa.int. Thanks again to all of you for joining us today. Thank you. Thank you.